Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 juin 2026 et notre cher ami Alastair Crooke est avec nous. Ravi de te retrouver, Alastair. C'est un plaisir d'être vous. Toujours. Alastair, je voudrais commencer par ce qui se passe entre Israël et le Liban. Hier soir, la chaîne israélienne 12 a rapporté que 4 soldats israéliens avaient été tués. Selon eux, l'Iran serait derrière cette attaque, dans le but de pousser Israël à frapper Beyrouth. Ensuite, il y a eu plus de 100 attaques dans le sud du Liban, autour de Nabatie. L'intensité a été particulièrement forte, surtout dans cette zone et les environs. Et juste avant qu'on prenne l'antenne, l'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz est fermé en ce moment. Ils ont aussi déclaré qu'un cessez-le-feu venait d'être conclu, enfin, un nouveau cessez-le-feu. Honnêtement, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Ils ont annoncé qu'un cessez-le-feu allait entrer en vigueur dans 2 minutes, puis dans 5 minutes entre Israël et le Liban. Quelle est votre lecture de la situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tout d'abord, de mon point de vue, on appelle ça un protocole d'accord. Mais d'après mon expérience avec ce genre de choses, on devrait plutôt parler d'un cadre de désescalade. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un accord sur quoi que ce soit de concret, ni un accord qui prévoit, vous savez, des sanctions si ce n'est pas respecté. C'est un cadre, tout simplement. Et c'est ce cadre qui a été mis en place. Le guide suprême a déclaré, je crois que c'était hier ou hier soir, et c'était une déclaration très importante qu'il autorisait, si l'on veut, à aller de l'avant, mais qu'en réalité, il n'était pas totalement d'accord avec cela. Il avait certaines réserves à ce sujet. Mais étant donné la position du Conseil de sécurité et du président Ebrahim Raïssi, il a été décidé d'aller de l'avant. Je pense que sa déclaration était importante, pour 2 raisons en fait. D'abord, c'était un message adressé à l'équipe de négociation, pour lui dire « Vous avez reçu l'autorisation, mais à condition de respecter les accords et de ne pas accorder de nouvelles concessions aux États-Unis pendant cette période. » Et puis, je crois que c'était aussi un message plus large destiné au public iranien, pour dire « Regardez, nous savons qu'il y a des réserves, qu'il y a du scepticisme en Iran, que certains craignent que le pays ne retombe dans une sorte d'étau du type JCPOA. » Il y aura une sorte de piège qui finira par piéger l'Iran, un peu comme le JCPOA l'avait fait, avec son étau de sanctions, de tarifs, de résolutions et le contrôle de l'AIEA. Et je pense que c'était ça, le message. En réalité, c'était un message rassurant venant du guide suprême pour dire non, nous n'allons pas refaire ça. Maintenant, il y a 2 autres points qu'il a évoqués. Pas forcément dans cette déclaration précise, mais il a toujours été clair, pour lui, que l'atout le plus important de l'Iran, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Ça, c'est absolument évident. Le deuxième point, c'est le Liban. Et l'Iran a désormais clairement affirmé que le Liban n'est pas seulement un allié de la résistance, mais qu'il fait partie intégrante des besoins de sécurité de l'Iran, qu'il est, d'un point de vue stratégique, un élément de sa posture de sécurité. Ces 2 aspects sont vraiment essentiels. Alors, si on regarde ce qui se passe en ce moment, la réaction à ce cadre en Israël a été franchement hyperbolique, avec un rejet total et beaucoup d'hostilité. Je veux dire, des mots très forts. Par exemple, de la part des habitués comme Ben Gvir. Il a déclaré, après la mort de ses 4 militaires, dont l'un était lieutenant-colonel d'ailleurs, et commandant de la 23e brigade, que le Liban devait brûler, que le pays devait être puni en brûlant. Alors, toutes les réactions n'ont pas été aussi extrêmes que celles de Ben Gvir. Mais beaucoup, la plupart même, et pas seulement à droite, ont dit qu'il fallait venger la mort de ces 4 soldats. Qu'est-ce qui se passait au fond?
What was going on? The soldiers, I think, were trying to take this risk. Je pense que les soldats essayaient de prendre cette crête, juste à côté du château de Beaufort, l'ancien château des Croisés au Liban. C'est une crête stratégique, et je ne suis pas sûr de comprendre s'ils cherchaient à étendre leur position, parce que la crête continue. Ce n'est pas seulement Beaufort, c'en est la partie la plus haute, mais elle s'étend plus loin. Est-ce qu'ils essayaient de mettre en place, si on veut, une sorte de demi-cercle pour contenir le Hezbollah dans la région? Ou bien, comme d'autres le suggèrent, est-ce que, sous cette crête, près du château de Beaufort, il y aurait un réseau de tunnels profondément enfouis qui abriterait sans doute les missiles du Hezbollah, probablement ceux de plus longue portée? En d'autres termes, est-ce qu'il y aurait une sorte de ville de missiles enterrée sous ou près du château de Beaufort, que les soldats essaieraient d'atteindre avant de se retirer du Liban s'ils sont forcés de s'en retirer? Alors tout ça a provoqué une énorme réaction. Et je crois que je te l'ai déjà dit. Le changement de doctrine de sécurité en Israël vers une sécurité permanente, en s'éloignant de la doctrine de Ben Gurion, a créé une situation où pour les Israéliens, il ne s'agit plus seulement de la sécurité d'aujourd'hui, mais aussi d'une sécurité préventive. En d'autres termes, ils veulent empêcher qu'une menace apparaisse à l'avenir. Une menace qui pourrait devenir, parce qu'après le 7 octobre, ils ont qualifié cet événement d'Holocauste. Ce n'en était pas un, mais c'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Et si on y pense, sur le plan psychologique, émotionnel, d'une certaine manière, Israël a vécu un holocauste le 7 octobre à partir de cette date. Et c'est pour cela qu'ils disent aujourd'hui qu'il faut agir à la racine pour que cela ne se reproduise plus. Donc, l'effet global de tout ça, c'est surtout psychologique, plus que rationnel. Mais sur le plan psychologique, l'idée, c'est qu'il est impensable de laisser le Hezbollah exister dans une zone d'où il peut menacer les habitants du Nord, les colons installés dans leur ville, depuis la frontière avec le Liban jusqu'à la Galilée. Et c'est justement là que le Hezbollah, en réaction aux incursions militaires israéliennes au Liban, tire ses missiles. Leurs nouveaux drones, contrôlés par fibre optique, se sont révélés très efficaces. Les Israéliens n'ont pas vraiment trouvé de réponse à ça. En ce moment, ils achètent même des filets de pêche pour les suspendre ici ou là. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Ils sont donc très inquiets, mais ils ne savent pas quoi faire. Il est presque certain qu'Israël va réagir d'une manière ou d'une autre. Et c'était prévisible, parce que, comme je le dis, il n'a jamais été question qu'ils acceptent simplement que le Hezbollah reste là. Ils ont été stupéfaits par sa puissance. Ils pensaient l'avoir affaibli, qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et ils ont été vraiment choqués par ses capacités, par son efficacité militaire. C'est ce qui a nourri ce sentiment qu'ils doivent agir. Et pendant ces discussions, évidemment, Israël faisait pression sur les États-Unis pour qu'ils reconnaissent son droit à la légitime défense, et donc la possibilité de tirer sur le Liban et tout ce qui va avec. Mais le cadre, comme le document le dit très clairement, porte sur la souveraineté tout court. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il traite l'Iran comme un État souverain, un État avec lequel les États-Unis dialoguent. Autrement dit, ils engagent une discussion avec un État souverain sur certains différends. C'est une approche très différente de ce qu'on avait vu jusqu'ici, et c'est assez important. En fait, c'est le cadre même que Trump a franchi, si l'on peut dire, en donnant la priorité aux relations avec l'Iran plutôt qu'aux revendications de sécurité d'Israël, qui, selon lui, justifiaient la poursuite de la guerre au Liban. Le fait d'avoir privilégié, si l'on veut, cet accord cadre par rapport aux intérêts qu'Israël revendiquait au Liban a été un choc, un énorme choc pour Israël. Les Israéliens ne s'en sont toujours pas remis. Ils voient ça
comme une énorme défaite, parce que, pour le dire simplement, leur objectif, qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné, a toujours été de détruire l'Iran et de détruire l'État. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire sans la facilitation, sans le soutien total des États-Unis. C'est tout simplement impossible. Ils ne peuvent même pas ravitailler leurs avions pour lancer des frappes aériennes sur l'Iran sans l'aide américaine. Alors, ils se rendent compte que leur grande stratégie, celle de voler, comme ils disent, elle contre elle avec les États-Unis pour attaquer l'Iran et détruire ses bases de missiles, eh bien, cette stratégie a échoué. Elle a complètement échoué. Et en plus, ils n'ont pas de stratégie pour le Liban. Quelle est leur stratégie, au juste? Zone tampon. Ils détruisent les maisons en disant très fièrement que quand les habitants reviendront, ils ne trouveront plus rien. Plus rien du tout. Tout aura été détruit. Il y avait une sorte de ton sadique dans tout ça. Et une partie de ce qu'ils disent est vrai. Tout a été complètement rasé. Mais ce n'est pas une solution. Même les militaires reconnaissent que les zones tampons pouvaient avoir un sens il y a 20 ans, mais qu'elles n'en ont plus aucun aujourd'hui, avec les drones que possède le Hezbollah. Ces drones n'ont pas une portée de 22 km. Ce ne sont pas les Katyusha de 2006. C'est tout à fait autre chose. Donc, une zone tampon expose simplement vos troupes à un harcèlement constant, à des tactiques de guérilla et à des pertes humaines. Et c'est exactement ce qui se passe. Israël se retrouve donc dans une impasse énorme. D'un côté, ils comprennent, d'après ce que j'ai lu, et j'ai regardé les traductions de la presse hébraïque aujourd'hui, qu'après la signature de ce document, le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même. Ils savent que la grande victoire que Netanyahou avait annoncée est terminée. C'est fini. Ils voient que la position politique de Netanyahou s'effondre et ils constatent qu'ils n'ont aucune solution face au Hezbollah. Et ils ont aussi été très frappés par le langage de Trump, surtout lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet du G7. Trump disait très clairement, « Regardez, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi vous faites ça? Vous entrez au Liban, et parce que vous poursuivez une seule personne, vous détruisez des immeubles entiers où des gens vivent. Et comment vous attendez-vous à ce qu'ils vivent comme ça dans ces conditions? » Il se plaignait de leur manière trop brutale. Et puis, il a fait une déclaration incroyable qui se voulait une sorte de reproche. Il a dit, vous savez, vous tuez trop. Oui, il a vraiment dit ça. Vous tuez trop. Et il a ajouté, peut-être qu'on devrait laisser ça à Jolani, à Shara, en Syrie. Je veux dire, en gros, il disait, écoutez, même un ancien membre de Daesh gérerait la situation mieux que vous, les Israéliens, parce qu'il saurait le faire d'une manière plus sophistiquée. En clair, il voulait dire que pour Trump, même un ex-Daesh serait un meilleur choix que ce qu'il voit de Netanyahou. Franchement, on n'avait jamais entendu un langage pareil venant d'un haut responsable américain, encore moins d'un président, dire ce genre de choses. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi dit, eh bien, il faut arrêter ces attaques contre le Liban. Et il a fait d'autres remarques sur Netanyahou au-delà du fait de le traiter de fou et tout le reste. Mais ce qui est intéressant dans la presse israélienne, ce sont deux observations qui ressortent de tout ça. D'abord, si on prend par exemple Chit Brinovich, on a reçu ce qu'il a écrit, et vous le trouverez bientôt sur notre Substack, avec tous les détails pour que vous puissiez les lire vous-même. Ce qu'il dit, c'est que c'est très clair à partir de certaines déclarations étranges de Trump. Par exemple, quand il dit que l'Iran devrait rejoindre les accords d'Abraham, ou quand il affirme qu'il veut que Shara prenne en main la gestion du Liban à la place d'Israël. Tout ça, il dit, ça n'a pas de sens. Mais ça laisse penser
qu'il se passe quelque chose dans la tête de Trump, qu'il veut essayer de se donner assez de marge de manœuvre pour pouvoir établir une relation, créer une relation avec l'Iran et que cela ne nuise pas à la sécurité d'Israël. C'est ce qu'il dit. Et les Israéliens ont relevé ça. Et ils disent que c'est quelque chose de très important, qu'ils considèrent l'Iran comme un élément crucial pour la sécurité du Moyen-Orient, qu'ils voient l'Iran comme une composante essentielle de la stabilité et qu'il veut essayer d'aller dans cette direction. Alors, tout le monde se demande, est-ce réaliste? Est-ce faisable? Le temps le dira. Qui peut savoir? Franchement, tous les signes semblent aller dans le sens contraire. Probablement. On sait bien que ce cadre ne durera sans doute pas éternellement, peut-être même pas au-delà d'aujourd'hui. Mais bon, c'est ce que les Israéliens ont perçu, et c'est assez intéressant et même significatif. Et la deuxième chose qu'ils ont largement relevée, n'oubliez pas, tout ça vient de la presse hébraïque, pas de la presse anglophone. Dans la presse israélienne, on relève que Trump semble vouloir faire payer un prix à Israël s'ils poursuivent leurs actions. Ils ne précisent pas quoi, et ils disent ne pas savoir, mais tout indique que Trump est sérieux. Il veut préserver le cadre existant, il veut essayer de le faire fonctionner, et pour des raisons très évidentes. Parce que, comme il l'a dit au G7, il a rappelé qu'on était au bord de l'effondrement économique. Les réserves sont épuisées. Et j'ai vu aujourd'hui quelqu'un donner le chiffre pour Cushing, la grande réserve stratégique. Il ne reste que 20 millions de barils de pétrole. Eh bien, c'est de la boue, ça. Vous savez, c'est comme quand on arrive au fond de sa cuve à fuel. C'est du résidu. Ça ne sert à rien. On ne peut tout simplement pas l'utiliser. Je veux dire, même s'ils le pompent, il faut le traiter avant, parce que tout est séparé. Il y a des sédiments et d'autres choses qui se forment dedans. Je ne suis pas un expert en chimie du pétrole, mais on m'a dit que c'était comme ça. Donc, ce n'était pas une question de semaines, comme il l'a dit dans sa déclaration, mais probablement d'aujourd'hui. La crise était bien là, et il en a besoin. Il a vraiment besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Autant que Netanyahou a besoin que la guerre au Liban continue pour rester au pouvoir. Les deux ont des besoins opposés pour survivre politiquement. Netanyahou doit montrer qu'il est dur, qu'il n'est pas, si on veut, un président de république bananière obligé de suivre la parole du président Trump. Il le dit d'ailleurs, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas un pays subordonné. Nous sommes une nation souveraine et nous prendrons nos propres décisions. We're a sovereign nation and we will make our own decisions. We're not bound by his framework. Nous ne sommes pas liés par son cadre. Donc il y a vraiment, si vous voulez, une énorme agitation en Israël à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est la juxtaposition entre, d'un côté, la large reconnaissance que toute la stratégie israélienne contre l'Iran, contre le Hezbollah, contre l'axe de la résistance, a échoué et ne peut pas être établi parce qu'ils ne peuvent pas y parvenir sans que les États-Unis ne les soutiennent. Et de l'autre, le fait qu'ils ne pourraient certainement pas le faire si les États-Unis, comme la presse l'a suggéré, retiraient réellement leur soutien, pas seulement en le laissant au niveau actuel, mais en cessant de les appuyer. Et en réalité, une partie de cela est déjà en train de se produire. Certains avions ravitailleurs ont été retirés. Est-ce qu'il va continuer dans cette direction? Je veux dire, il y a, vous savez, des officiers militaires qui sont assis à la Kiryat, le ministère de la Défense à Tel Aviv, et aussi des représentants d'Israël qui se trouvent en Floride, au CENTCOM. Donc, ils sont présents dans les deux parties du CENTCOM, en train de coordonner chaque détail des attaques contre l'Iran. Mais que se passe-t-il s'ils sont rappelés? Que se passe-t-il si les avions ravitailleurs sont renvoyés chez eux? Tout ce paradigme stratégique s'est effondré pour Israël. Et maintenant, les gens commencent à dire, eh bien,
il faut peut-être se demander si c'était vraiment une si bonne idée. On s'est tellement éloigné de l'idée originale de Ben Gurion, selon laquelle nous étions un petit pays et qu'on ne pouvait pas affronter tout le Moyen-Orient, simplement parce qu'on n'a pas les hommes pour ça. C'est exactement ce qui est arrivé aux États-Unis après le Vietnam. Lyndon Johnson a perdu la présidence et puis vous savez, le public américain n'était plus prêt à accepter la conscription. Les gens n'allaient pas repartir se battre au Vietnam. Et vous savez, c'est en train de devenir un peu pareil en Israël. Je veux dire, les mères de soldats commencent à se rebeller à nouveau, en disant « on ne va pas simplement envoyer nos fils mourir dans une campagne de communication pour le Likoud à l'approche des élections de septembre ». Alors, vous voyez, où cela mène-t-il? Peut-être, et certains le suggèrent, qu'il faut réexaminer toute la stratégie israélienne. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Bien sûr que non, et je ne suis même pas en train de le proposer. En réalité, je dis plutôt l'inverse. En fait, Israël a énormément de mal à affronter la réalité. C'est une réalité dure, une réalité qu'ils ont longtemps essayé de contourner. Mais maintenant, ils se retrouvent face à face avec quelque chose de vraiment, vraiment difficile à accepter. Parce que ça va à l'encontre non seulement de l'appareil sécuritaire, mais aussi de ces éléments messianiques du Likoud, ceux qui veulent établir le grand Israël, parce qu'ils attendent la rédemption et la venue du Messie. Donc, il y a aussi un aspect eschatologique profondément enraciné là-dedans. Est-ce qu'ils vont réussir à l'accepter? J'en doute, franchement. Parce que ces mêmes groupes messianiques ont attaqué les composantes ashkénazes, plus européennes, en leur disant « Vous nous aviez promis que la simple fondation d'Israël serait déjà la rédemption. » Ce serait la rédemption pour les Juifs sur la terre d'Israël. Mais vous avez menti, vous nous avez trompés, parce qu'en réalité, la création de l'État d'Israël nous a éloignés de la rédemption. Et leur solution, c'est quoi? L'Armageddon. Il faut une grande crise ou une grande guerre, et seulement alors on passera à l'ère messianique quand toutes les valeurs changent, que tout se transforme et qu'on entre dans un monde nouveau. Je ne pense pas que les gens, en Amérique ou en Europe, comprennent vraiment ces dilemmes de cette façon. C'est pour ça que je répète souvent que la manière occidentale d'essayer de comprendre Israël uniquement à travers une optique rationnelle et laïque, ça ne marche pas. Ça donne de mauvaises réponses, parce que c'est pas du tout un projet laïque et rationaliste. C'est une vision eschatologique, mais sous différentes formes. Une partie de tout ça se présente d'une manière apparemment laïque, mais qui cherche, si vous voulez, une sorte de rédemption mondialiste, une rédemption laïque et globaliste du monde. C'est la vision trotskiste, et puis il y a la vision néoconservatrice, centrée sur le sionisme et sur l'idée de rédemption à travers la création d'un grand Israël. Donc tout cela, pardon d'insister, mais c'est vraiment essentiel à comprendre, surtout pour vos téléspectateurs, et pour que l'Iran comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, il y a des tensions en Iran autour de ce projet, et c'est compréhensible. J'y suis impliqué depuis 20 ans avec le JCPOA, et j'ai vu ce que c'est. C'est une approche d'étranglement. Et je pense que le maintien Alors, si on se tourne vers les États-Unis, là aussi, il y a une énorme réaction contre Trump et contre ce document. Une vraie levée de bouclier. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais c'est presque aussi exagéré que ce que j'ai décrit tout à l'heure à propos de Ben Gvir, vous voyez, avec Cruz et d'autres du même genre. Et Cruz, lui, utilise des mots très forts, du style « c'est la fin du monde, tout s'effondre autour de nous, il faut que ça s'arrête ». Il va donc y avoir un effort considérable pour écarter Trump de la scène autant que possible. Et l'opinion dominante, disons la lecture classique,
c'est que Trump comprend bien que tout ça risque de contribuer à sa défaite aux élections de mi-mandat. Je n'en suis pas si sûr. Écoutez, je ne prétends pas du tout être un expert de la politique américaine. Mais d'après ce que je comprends, en parlant avec des gens qui s'y connaissent mieux, d'abord, lors des élections de mi-mandat, les scrutins sont segmentés. Vous savez, c'est une partie de la Chambre qui est élue, puis une autre ensuite. Ça tourne, ce n'est pas tout le monde en même temps, c'est seulement une partie. Et certains, parmi ceux qui suivent la politique républicaine, disent que, justement, à cause du redécoupage électoral, du changement des circonscriptions et d'autres facteurs, il y aurait probablement une vingtaine de sièges républicains qui posent problème ou qui se trouvent dans une zone un peu délicate. Alors bien sûr, ça pourrait vouloir dire la perte de la Chambre, mais on ne parle pas, vous savez, d'une vague de changement du genre que certains évoquent. Et parmi ces gens, il y en a même qui disent que finalement, cet argument pourrait en fait jouer en faveur de Trump auprès de sa base. Il y a une base qui, vous savez, reste fidèle à Trump. Elle lui est attachée de manière très personnelle, parce qu'ils le suivent pour ce qu'il est, lui Trump. Je veux dire, je ne vais pas essayer d'expliquer ça, je n'en serai pas capable. Mais cette base existe. Et pour beaucoup de gens dans le mouvement MAGA, je pense pas seulement ceux qui ont un attachement personnel, mais d'autres aussi. Cette question-là, c'est un vrai sujet. La vraie question, c'est de savoir qui contrôle la politique étrangère des États-Unis. Est-ce Israël ou bien les États-Unis eux-mêmes? Jusqu'à présent, on a eu l'impression que c'était Israël. Et maintenant, Trump dit à Israël des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il dirait à Netanyahou ou à Israël en général. Je pense que, qui sait, mais ça pourrait en fait plaire à pas mal de gens du mouvement MAGA, parce qu'ils semblent enfin revenir à l'idée « Hanvé », America First, comme en 2020. Après une longue période où c'était plutôt Israel First, ils semblent revenir à America First. Est-ce que ça va vraiment se produire? C'est trop tôt pour le dire. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop définitives. Il y aura une forte réaction en retour. Peut-être que les néoconservateurs au Congrès vont essayer d'agir, de lui imposer des contraintes ou de le bloquer. Qui sait? Tout est possible. Mais je pense que ce qui vient de se passer, et c'est là qu'on a commencé notre conversation, et c'est important, c'est que, vu sous l'angle du mouvement MAGA et de ceux qui se demandent qui dirige vraiment la politique étrangère américaine, tous ont vu Trump signer au Palais de Versailles ce document. Et puis aujourd'hui, on leur dit qu'Israël a lancé de grandes attaques au Liban. Alors comment ça paraît pour quelqu'un, un Américain ou même un Européen, qui ne connaît pas vraiment toute l'histoire du Liban et tout ce qui s'y rattache? Eh bien, ça donne l'impression qu'Israël, en quelque sorte, met une claque à Trump et à l'Amérique. Ce n'est plus seulement une gifle pour Trump, c'est une gifle pour l'Amérique, pour l'idée de l'Amérique d'abord, pour l'Amérique comme nation souveraine. C'est l'inverse, en fait. Vous voyez, Netanyahou dit « Nous sommes une nation souveraine et nous n'allons pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. » Et aux États-Unis, certains partisans disent sans doute « Écoutez, on ne va pas recevoir d'ordre d'Israël non plus. » On essaye de conclure cet accord, on essaie de rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que nos prix de l'essence explosent et que l'inflation grimpe. Et maintenant, il a tout fait capoter, et ça pourrait même se retourner encore plus contre Israël. Tout cela, je tiens à le préciser, reste du domaine de la spéculation. Je ne peux pas vraiment appuyer ça avec des statistiques ou des preuves, mais j'espère qu'on voit là-dedans quelques signes, tu sais, de la direction que prennent les choses. Et je pense qu'il y a d'autres dynamiques aussi.
dont on n'a pas vraiment parlé. Mais tu sais, je pense que la Chine et la Russie vont dire très clairement à Washington, ne retournez pas en guerre contre l'Iran. N'attaquez pas l'Iran. Ce serait une énorme erreur. Et nous considérerions ça comme totalement contraire à nos intérêts. Donc il y a un aspect plus large à tout ça. Mais revenons à l'essentiel, parce que c'est là-dessus qu'il faut toujours revenir. C'est l'économie, tout simplement. C'est l'économie. C'est l'inflation. Si le détroit d'Ormuz est fermé, si on épuise les réserves de Cushing et les réserves stratégiques, comme Trump l'a dit, à ce moment-là, tout s'arrête. Vous voyez, si on en arrive là, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit dès le début que c'est la chose la plus importante. Le guide suprême s'est concentré là-dessus. Ormuz, oui, Ormuz. C'est notre atout. Et le Liban, c'est notre dette stratégique. Alors comment tout ça va se dérouler? Franchement, il faudrait aller consulter l'oracle de Delphes pour avoir une réponse complète. Mais je dirais simplement ceci. Regardez, ce n'était qu'un morceau de papier signé à Versailles. Vous savez très bien que ce n'est pas un texte rempli d'engagement. Il n'impose aucune obligation. C'est juste un cadre très général. Je pense que ta définition, c'est en quelque sorte un document de désescalade, et c'est sans doute la meilleure façon de le décrire. C'est toi qui l'as mentionné. C'est ça, exactement. Rien de plus. Mais, et c'est là que ça devient important, le langage qu'on a entendu de la part de Trump, eh bien, il a complètement cassé un schéma. Le schéma, c'était « l'Iran est une menace. L'Iran doit être contenu. L'Iran ne doit pas pouvoir agir contre les États du Golfe. L'Iran ne doit pas soutenir le terrorisme. L'Iran ne doit pas être autorisé à enrichir l'uranium au-delà d'une quantité très limitée, au cas où il obtiendrait la bombe. » Et là, tout d'un coup, tout ce discours-là, Trump arrive et dit « Eh bien, vous savez, l'Arabie saoudite a des missiles balistiques. » Et bon, il ne l'a pas dit directement, mais d'autres le disent. Pourquoi on ne parle plus autant de la Corée du Nord? Eh bien, parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Et donc, vous savez, je pense vraiment que l'impact psychologique de ce bout de papier, qui n'est pas un accord, mais juste un morceau de papier, eh bien, l'impact des mots, le fait que Trump ait indiqué quelque chose, bon, il reviendra peut-être dessus demain, on le connaît, mais malgré tout, ça a eu des répercussions dans le monde entier. L'Iran est traité comme un État normal, une nation normale. Ce n'est plus perçu comme une menace. Pourtant, l'Iran est une menace, l'Iran soutient le terrorisme, tout ça, c'est tout le récit israélien. Et soudain, tout ça a disparu de ce que Trump a dit au G7. Et ça, on ne pourra pas le remettre en arrière. C'est brisé. Cette emprise psychologique a été rompue. Israël fera tout son possible, et les néoconservateurs aussi, pour revenir aussitôt à leur discours habituel. L'Iran est une menace, on ne peut pas lui faire confiance, il ne tiendra pas parole, il ment toujours. Tout ça va revenir, bien sûr. Mais la vitre est fêlée, et ça, je pense, a un effet assez important. Je sais que du côté iranien, on va surtout se concentrer sur une question. Comment faire pour que les États-Unis respectent vraiment ce qu'ils acceptent, même timidement? Il n'y a pas de réponse à ça, sauf le fait que l'Iran a des moyens de pression et qu'il a la capacité d'infliger de la douleur aux États-Unis. Mais ce sera bien mieux, je pense, et beaucoup de gens le verront ainsi. La douleur qu'on ressent aujourd'hui vient du fait qu'Israël n'a pas toléré, qu'Israël a décidé de profiter du cessez-le-feu pour s'emparer de la moitié du Liban. Et pendant ce cessez-le-feu, il a effectivement pris la moitié du Liban, puis il a insisté pour la garder. C'est ça qui détruit les chances pour Trump d'en arriver à une conclusion pourtant évidente. Quelque chose de très simple. L'Iran est essentiel. L'Iran est un élément clé de la stabilité dans la région.
c'est un facteur crucial. On ne peut pas avoir de stabilité si à chaque fois l'Iran devient l'ennemi éternel, la menace qu'il faut sans cesse contenir. Et donc, je pense que, vous savez, Tucker Carlson a dit ça dans son émission dès la première soirée de cet événement. Il l'a dit très très clairement. C'était assez surprenant. Il a dit en gros, il y avait un cessez-le-feu. Le Hezbollah faisait partie de l'accord. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Il essaie de voler la moitié du Liban. Ce sont ses mots. Ils l'ont fait pendant le cessez-le-feu et veulent le garder. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je veux dire, ça vient de Tucker Carlson et d'autres. Donc vous voyez, quelque chose s'est fissuré. Le fait qu'on puisse dire ça aux États-Unis, qu'une personne comme lui puisse le dire, je ne sais pas combien de gens le suivent, mais je crois qu'il y a environ 6 millions de personnes qui écoutent ses monologues. Je pense qu'il se passe quelque chose d'énorme, Alastair, aux États-Unis. Je vais juste mentionner la dernière info avant de poser ma question. La chaîne 12 a rapporté une déclaration d'un responsable israélien. Parce que, tu te souviens, j'avais dit qu'un cessez-le-feu arrivait, un nouveau cessez-le-feu. Mais apparemment, il a dit qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu, pas de renouvellement du cessez-le-feu, et qu'ils attaquent. Les images qui arrivent du sud du Liban le montrent bien. Nabatie et toutes les zones autour de cette ville ont été attaquées par les Israéliens. En ce moment même, il y a d'énormes bombardements à Jebel al-Rafia et dans la région de Tia, dans le sud du Liban. Et le problème, Alastair, c'est que hier, J.D. Vance a dit, lors d'une sorte de séance de questions-réponses avec la presse, qu'en ce qui concerne la réaction israélienne à Mou, plus des 2/3 de ce qu'Israël a utilisé pendant la guerre venait des États-Unis. Plus des 2/3. C'est énorme, vraiment énorme pour Israël. Il a dit qu'il devait se réveiller, qu'il devait ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle il se trouve. Ce sont des points importants. C'est vraiment, vraiment essentiel. Je veux dire, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. C'était déjà dans la presse israélienne, dans la presse hébraïque ce matin. Bien sûr écrit la veille, mais ça disait, vous savez, certains commentaient en disant que les États-Unis allaient peut-être commencer à nous sanctionner si on poursuivait cette guerre, en retirant leur soutien. Quel soutien au juste? Qui sait? Mais, encore une fois, le simple fait que Vance laisse entendre, enfin, il a dit, vous dépendez de nous. Les 2/3 de tout ce que vous utilisez viennent de chez nous. C'est une menace implicite en quelque sorte pour dire, si vous ne coopérez pas, on trouvera un moyen. Et eux, ils croient, et Trump aussi le croit, que tout cela relève selon lui des intérêts de sécurité d'Israël. Et je pense que c'est aussi dans l'intérêt sécuritaire d'Israël, parce que comme je l'ai déjà dit, l'Iran fait partie de tout ça. Même les États du Golfe, tout leur système était construit autour de l'idée qu'ils servaient de rempart face à la menace iranienne. Tout ça s'effondre dès Enfin, tout le récit des États du Golfe reposait sur 2 piliers. D'abord, qu'ils étaient sous le parapluie sécuritaire des États-Unis, et ensuite qu'ils avaient un immense intérêt pour le monde de la technologie et pour l'investissement dans la région du Golfe. Et puis le troisième point, c'est qu'ils étaient là pour contenir et limiter la liberté de l'Iran. Donc tout ça, au final, ça pose une grande question. À quoi sert l'État du Golfe maintenant? Comment va-t-il se réorienter vers l'avenir? Ils ont bien vu que leur parapluie sécuritaire n'existait plus et qu'il semble même être complètement retiré. Il me semble avoir vu, mais je peux me tromper, une déclaration disant que les États-Unis n'ont pas l'intention de reconstruire leur quartier général naval à Bahreïn, qu'ils vont s'en retirer.
Symboliquement, c'est un signal énorme pour les États du Golfe, parce que c'était le pilier de la puissance navale et militaire américaine dans la région du Golfe. Quand on regarde le calcul du côté de l'administration Trump, je pense qu'il y a deux options. La première, c'est de rester dans ce combat contre l'Iran, ou peut-être de lancer une nouvelle phase de guerre à cause du rythme des événements, surtout à cause du résultat qui a été désastreux pour Israël. Ça, c'est une option. L'autre, ce serait de tout sacrifier pour les États-Unis. Dans le cas du détroit d'Ormuz, on sait bien comment la pression économique a fini par écraser des économies comme celle du Japon ou de la Corée du Sud. Pendant la guerre, ils ont dû faire venir un système de défense aérienne depuis la Corée du Sud vers la région, parce que le système THAAD, 4 systèmes THAAD, avait été détruit pendant le conflit. En gros, ce que demande Israël, c'est de tout sacrifier. Pas seulement l'économie mondiale, pas seulement celle des États-Unis, mais aussi tous leurs alliés au Moyen-Orient, en dehors du Moyen-Orient, au Japon, en Corée du Sud, et même en Europe, je dirais. Bref, de sacrifier tout le monde. Et en plus, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis, puis la présidentielle. Tout ça est trop lié. Et J.D. Vance ne veut pas tout sacrifier. En tout cas, il ne semble pas vouloir tout sacrifier pour Israël. Personne dans cette administration n'est prêt à le faire au fil du temps. Il me semble que c'est le nouveau mouvement du côté de l'administration Trump. D'une certaine manière, ils comparent ce qu'ils perdent et ce qu'ils gagnent dans cette guerre. Les Israéliens, en général, sont psychologiquement incapables d'assimiler ça. Ils n'y arrivent tout simplement pas. C'est une rupture totale avec le récit qu'ils se sont construits eux-mêmes, celui où ils gagnent, où ils sont supérieurs à beaucoup de non-juifs. Ils se voient comme plus intelligents, avec une armée très performante, une technologie très puissante. Et ils vont finir par se rendre compte qu'ils sont dans le déni. Et je pense que ce déni va durer indéfiniment. Ils n'en sortiront pas. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, certains commencent à en sortir. Mais je ne crois pas que ce sera le cas pour la majorité. Ils continueront, voilà tout, même si évidemment on leur demandera « Comment allez-vous continuer sans les États-Unis » Non, vous ne pouvez pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle va être votre nouvelle politique? Qu'est-ce que vous comptez faire? Et bien sûr, au bout du compte, je pense que certains Israéliens, très peu, comprennent que, en dernier recours, comment pourraient-ils sortir de cette impasse? Un jour, ils devront bien venir parler à l'Iran. Un responsable israélien m'a dit ça il y a plus de 10 ans. Il m'a dit, écoutez, d'abord ce sera Israël qui le fera, ensuite l'Amérique. Et en dernier, tout à la fin, les Européens comprendront qu'il faut bien qu'il y ait un dialogue, qu'il faut bien qu'il y ait un accord. On en est encore à des années-lumière. Je ne suggère rien du tout, mais je dis simplement que si on regarde un peu vers l'avenir, quelle est l'alternative pour un pays comme Israël? L'alternative, c'est ce vers quoi Trump semble se diriger. Il peut encore changer d'avis, mais il s'oriente vers l'idée de traiter l'Iran d'abord comme un État normal, puis comme un interlocuteur avec qui on peut discuter de sécurité. Alors bien sûr, la question nucléaire sera extrêmement compliquée si elle est vraiment abordée. Mais peut-être qu'elle ne le sera pas pendant cette période. Peut-être que tout ça va simplement traîner sans être vraiment traité. Parce qu'il a déjà dit, enfin, il a fait remarquer que d'autres pays aussi ont de l'enrichissement. Je veux dire, vous savez, d'autres pays ont aussi de l'enrichissement. L'Arabie saoudite, par exemple. Enfin, je veux dire, l'enrichissement n'est pas confirmé. Ça ne devrait pas être une certitude absolue.
Donc il semble qu'il se passe quelque chose d'assez profond dans l'esprit de Trump et aux États-Unis en général. Et qui sait, on pourrait voir Trump très probablement, peut-être même en réaction à la pression qu'il subit, commencer à écarter certaines personnes de son équipe pour les remplacer par d'autres. Je n'en sais rien, je n'ai aucune information privilégiée, mais ça ne me surprendrait pas du tout s'il se mettait à se débarrasser de ceux qui s'opposent à lui. Il a déjà montré qu'il avait tendance à écarter les gens qui le critiquent ou qui vont contre lui. Il est assez vindicatif sur ce genre de choses. En fait, Israel Hayom a rapporté il y a seulement 3 jours que Donald Trump envisagerait enfin qu'il voudrait limoger le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ainsi que le directeur de la CIA, Ratcliffe. C'était mentionné dans les médias israéliens. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais apparemment, Rubio est aussi cité. Vous savez, tout ça, c'est purement spéculatif. Je n'ai aucune information vraiment solide là-dessus. J'ai juste lancé cette idée comme une possibilité parmi d'autres sur la direction que les choses pourraient prendre, ou pas. Mais je pense que c'est un sujet très important. Et il y a quelque chose que je voulais ajouter, parce que c'est souvent absent de la discussion. Bien sûr, quand on parle des outils, on en parle surtout en termes de retrait de barils de pétrole du marché. Mais il y a un autre aspect. C'est aussi un outil très puissant pour s'éloigner du pétrodollar, pour passer à d'autres monnaies et à d'autres formes de paiement. Et selon la façon dont les choses évolueront, cette dynamique pourrait bien transformer la région. Je veux dire, vous savez, on a déjà vu les Émirats arabes unis demander à l'Amérique, enfin, certains ont dit, on a vraiment besoin de liquidités parce qu'il faut qu'on achète 1 ou 2 trucs, vous vous souvenez? Donc je pense qu'on va revoir toute cette architecture dont je parlais, celle qui s'est mise en place en 1973, après la première crise pétrolière et la flambée des prix. Et ça a créé une opportunité pour les États-Unis. D'un côté, encourager la hausse des prix, et de l'autre, insister pour que ces revenus soient recyclés dans le système bancaire à New York. L'idée, c'était de financer ce nouveau monde financiarisé qui s'ouvrait. Un monde où tout tournait autour du trading, de l'arbitrage, des mouvements entre marchés. Pas autour de la production, pas autour d'une économie réelle, mais d'un commerce d'initiés, d'une économie fondée sur l'information privilégiée et les transactions internes. Un système où quelqu'un peut devenir millionnaire en 2 minutes s'il obtient la bonne information. Oui, je pense que c'est bien le cas. Et on voit soudainement que la Chine semble bouger en prévision de tout ça. Elle vient tout juste d'élargir le système M-Bank. Je sais que ce n'est pas un sujet très discuté, mais c'est un système que la Chine avait d'abord testé il y a plusieurs années avec plusieurs pays du Moyen-Orient pour permettre un règlement numérique direct entre banques centrales. Et ça avait fonctionné. Puis, quand est venu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, la banque a tout retiré et a déclaré « c'est fini, on ne va pas poursuivre ce projet ». Parce que clairement c'était perçu comme une menace pour l'hégémonie du dollar. Mais le logiciel, la technologie, était essentiellement chinois et ils l'ont donc rétabli. Et tout récemment, ils ont annoncé que 56 pays allaient désormais effectuer des règlements directs via le système de compensation chinois. Mais les banques centrales, justement, 56 États ont indiqué vouloir adhérer pour pouvoir compenser les soldes commerciaux. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le système chinois repose sur la technologie de la blockchain pour les monnaies numériques. Du coup, seules les 2 banques centrales qui effectuent la compensation connaissent l'origine et les détails de la monnaie. En revanche, les États-Unis, et plus précisément la Réserve fédérale de New York,
ne pourront pas voir où circule l'argent ni à qui il appartient. En parallèle, la Chine cherche à étendre l'usage de ces systèmes de cartes financières et à les déployer plus largement. La Russie fait la même chose, et à terme, l'idée serait de synchroniser ou d'intégrer ces systèmes de cartes pour qu'ils puissent être utilisés beaucoup plus largement. Des choses comme Alipay, par exemple. J'en ai déjà parlé. Vous savez, il y a plus d'1 milliard de personnes qui l'utilisent. On peut payer avec Alipay, bien sûr, en Chine et en Iran. Mais en fait, si vous regardez n'importe quel taxi à Rome, il est indiqué qu'on peut payer avec Alipay. Vous pouvez régler votre course avec Alipay. C'est le cas ici, à Rome, aujourd'hui. Tous les taxis que vous réservez via l'application affichent une petite mention en bas. Mastercard, Visa accepté, Alipay aussi. Donc vous voyez, les choses évoluent dans ce sens. Et ça aura un autre effet sur les États du Golfe et sur la façon dont ils vont réagir, mais aussi sur la manière dont l'Iran va gérer cette transition. Parce que c'est un changement très important qui est en train de se produire. Et la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir juste devant chez vous tous ces jeunes qui viennent, disons, de s'éveiller à la vie à cause de cette guerre, qui commencent à réfléchir par eux-mêmes. La dernière chose que vous voulez, c'est leur donner en exemple ces sortes de super fonds spéculatifs installés à votre porte, avec leur gratte-ciel étincelant et la promesse d'un argent facile grâce au trading sur les marchés. UMS, tous les yeux rivés sur leurs écrans Bloomberg. C'est là que ça se passe, avec les centres de données qui arrivent dans le Golfe et tout ce qui va avec. Je pense que tout cela devra évoluer au fur et à mesure que les choses se mettent en place. En Iran, c'est important que le pays réfléchisse à ça et travaille dans ce sens, parce qu'il doit aussi remettre son économie sur pied. Il faut trouver la bonne manière de la stabiliser. Je pense, peut-être que c'est un peu brutal de le dire, mais je crois l'Iran a été schizophrène dans sa façon de penser l'économie. La moitié de tout ça, c'est un peu de l'économie néolibérale. Mais en même temps, on essaye aussi de faire de l'économie autosuffisante. Et les deux logiques se contredisent complètement. Ça ne fonctionne pas bien. Du coup, on se retrouve avec de fortes subventions tout en appliquant des politiques néolibérales. À mon avis, tout ce système est devenu un vrai chaos. Peut-être qu'il faudrait, vous savez, en discuter avec les Chinois pour voir comment passer à un autre modèle économique, comme eux l'ont fait il y a de nombreuses années. Et le Japon, eh bien, on a vu ce que ça a donné là-bas. Le contrôle du système de crédit par les Américains a littéralement détruit le Japon. Le pays était sorti de la guerre, il s'était reconstruit, et puis les Américains sont arrivés en disant « Vous devez orienter vos banques pour qu'elles accordent des crédits aux entreprises immobilières et à l'achat d'actifs, pas aux entreprises productives ordinaires. » C'est ce que le Japon a fait, et ensuite tout s'est effondré. Après ça, ils sont devenus plus américains. Ils ont suivi davantage le modèle économique et financier des États-Unis. Mais je pense, enfin, je suis sûr que c'est en train de se produire, que les gens y réfléchissent. On voit d'ailleurs que Kaliba parlait d'un engagement plus profond avec la Chine. Donc je pense que tout ça, ce dont je parlais, à propos de davantage de banques rejoignant le système de compensation, du système de paiement qui s'étend à travers les pays des BRICS et d'autres encore. Tout cela va laisser le Golfe un peu isolé, coincé dans une petite zone, un petit secteur d'économie hyper financiarisé. Et franchement, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite avoir juste à côté d'une population iranienne jeune et en pleine croissance, si je puis dire. Oui, merci beaucoup, Alastair. Avant de conclure, si vous voulez suivre Alastair, rendez-vous sur conflictsforum.substack.com. Je vais l'afficher ici pour vous, comme ça vous pouvez voir le dernier article.
Tu disais qu'aujourd'hui, tu allais publier un nouveau texte sur ton Substack. Voici le plus récent. Israël ne peut pas gagner sa guerre. Voilà les derniers articles publiés sur le Substack d'Alastair. Et vous verrez aussi, comme on le fait régulièrement, une sorte de résumé de ce qui ressort des commentaires de la presse israélienne. Je crois qu'un nouveau résumé doit sortir un peu plus tard dans la journée. À mon avis, ils ne peuvent le trouver nulle part ailleurs, sauf sur votre Substack. Oui, c'est vrai. Et c'est assez étonnant, parce que, dans la presse hébraïque, ils s'expriment d'une manière complètement différente de celle qu'on entend dans les médias anglophones. Merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Nima, je te souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.